Bien. Alors, je voudrais juste faire un petit complément sur ma formation. Donc, en reprenant justement, comme je suis dans une université de jésuites, en reprenant un texte un article. Vous n'entendez pas? En reprenant, là, ça va? En reprenant un article de Michel de Certeau qui se demandait ce qu'est un théologien. Et après avoir pris 36 définitions, il trouve que la meilleure, c'est d'avoir un diplôme de théologie, une licence de théologie, dit-il. Donc je suis agronome, effectivement, puisque j'ai un diplôme. Je suis rentré sur concours comme économiste, donc je suis économiste. J'ai jamais fait d'économie et j'ai une certaine allergie à cette discipline. Et j'ai passé tous mes autres concours en tant que sociologue, donc je suis sociologue. Voilà. Je tenais à... Alors, j'avais traité de la sensibilité à des formes de conscience. Qu'y a-t-il à respecter chez les animaux? Donc, Thomas vous en a déjà dit beaucoup de choses, en fait. Bon, que les animaux soient des êtres sensibles, est une conviction confortée de longue date par l'expérience qu'en ont d'eux ceux qui les fréquentent ou les élèvent, et parce que l'on sait d'eux. Or, un être sensible est un être à qui un tort peut être fait. Dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Jean-Jacques Rousseau en avait déjà déduit qu'il s'agit là d'une condition nécessaire et suffisante pour disposer d'un droit protecteur. Je le cite. « Il semble en effet que si je suis obligé de ne faire aucun mal à mon semblable, c'est moins parce qu'il est un être raisonnable que parce qu'il est un être sensible. Qualité qui, étant commune à la bête et à l'homme, doit au moins donner à l'une le droit de n'être pas maltraité inutilement par l'autre. » Bien sûr, la même idée sera reprise, sauf qu'il n'y ait pas question de droit, par Bentham et par les utilitaristes. Dans la continuité de ces réflexions, tout un courant, associant des militants de la cause animale et des scientifiques, s'est constitué dans la revendication d'un animal welfare, accordant aux animaux qui sont sous la dépendance des hommes un droit au bien-être. Cette reconnaissance soulève néanmoins 3 questions. D'abord, comme vous l'a présenté Thomas, il y a d'autres éthiques animales qui sont des éthiques déontologiques, issues d'inspiration kantienne souvent, qui se considèrent que... non, je vais changer de truc. Disons qu'il y a d'abord une contestation kantienne. Les éthiques animales sont d'inspiration kantienne aussi, mais en la subvertissant. D'inspiration kantienne pour qui seuls les êtres doués de raison peuvent avoir une valeur intrinsèque qui leur accorde des droits moraux et impose de respecter leur vie, leur intégrité physique et morale et leur liberté. Les animaux n'ont qu'une valeur instrumentale, celle que les hommes leur accordent. Mais comme il s'agit d'êtres sensibles, on a un devoir envers nous-mêmes, et donc un devoir indirect envers les animaux, de ne pas faire preuve de cruauté en les faisant souffrir inutilement. Ce point de vue ouvre la voie à l'idée que si les animaux ne sont pas des sujets moraux, ils peuvent être des patients moraux, et que les hommes ont le devoir de bien les traiter. Ce à quoi on peut répondre que ce devoir de bientraitance ne spécifie pas ce qui distingue une attitude dégradante et cruelle d'un traitement empreint d'humanité. Ne risque-t-on pas de laisser cette distinction à l'appréciation subjective des individus? Pour éviter le relativisme, un relativisme d'ailleurs qui n'est pas très compatible avec la déontologie kantienne, mieux vaut encore, pour savoir si un animal est bien traité, s'interroger sur ce qu'il ressent lui-même, d'où les recherches sur les indicateurs physiologiques et comportementaux de la façon dont ils évaluent la situation qui leur est imposée. Ce qui est l'objet, justement, des recherches qui se sont développées depuis plusieurs décennies sur le bien-être animal. Ensuite, ceux qui entendent étudier le bien-être animal et le promouvoir ont des définitions différentes de ce bien-être.
Suffit-il d'éviter aux animaux d'éprouver des émotions négatives, donc ne pas les faire souffrir, ne pas les stresser, ne pas les mutiler? Faut-il élargir la définition du bien-être et se préoccuper de permettre aux animaux, individuellement, de bénéficier d'émotions positives? Faut-il aussi respecter leur comportement? L'idée, par exemple, défendue par Martha Nussbaum, est que lorsqu'un animal possède certaines capacités d'action et de comportement qui lui assurent une vie satisfaisante de son point de vue, il est injuste de lui interdire de réaliser ses capacités et d'exprimer ses comportements. Enfin, dernière critique, d'autres auteurs, dont a parlé justement Thomas, considèrent que les états mentaux dont les animaux sont capables sont des critères pertinents pour leur accorder un statut moral. Quand les promoteurs du bien-être, en bons disciples de l'utilitarisme qui sont, se sont concentrés sur la sensibilité. Les autres s'intéressent aussi à la sensibilité, donc font partie de ces éthiques que j'appellerais pathocentrées, et considèrent que des capacités cognitives, telles que la conscience de soi, la mémoire, la compréhension sociale, l'aptitude à interpréter des intentions des congénères, sont pertinentes pour accorder un statut moral supérieur à celle d'être simplement sensible de la théorie du bien-être. Alors, l'évolution des sciences tend à accorder aux animaux des capacités cognitives, un registre d'états mentaux bien plus riche que la seule sensibilité. Cela justifie-t-il de leur accorder des droits moraux plus étendus? La question est ouverte. L'expertise scientifique collective sur la conscience des animaux, qui a été réalisée par l'INRA à la demande de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire, s'est inscrite dans ce contexte tant éthique que scientifique. Il y avait eu d'ailleurs en 2012 un collectif de scientifiques de premier plan qui avait fait la déclaration de Cambridge et qui a énoncé qu'une convergence de preuves permettait de supposer qu'il y avait des formes de conscience chez les animaux. Elle a mobilisé de 2015 à 2017 17 spécialistes de différentes disciplines, éthologie, sciences cognitives, neurophysiologie, philosophie, éthique et droit, qui ont examiné et synthétisé une vaste bibliographie internationale, en gros, je dirais 3000 articles et plusieurs dizaines d'ouvrages. Il a été décidé de ne pas se focaliser sur les primates, dont les capacités cognitives sont connues pour être les moins éloignées de celles des humains, et pour lesquelles on dispose déjà de synthèses, dont celle, par exemple, de Franz de Waal. Seuls ont été examinés, en plus de ces synthèses, quelques articles récents qui les concernent. Nous avons donc tenté de disposer d'un corpus aussi exhaustif que possible sur d'autres espèces, tant sauvages que domestiques. Le travail a porté sur un nombre encore restreint d'espèces. Ce n'est pas de notre faute, j'expliquerai pourquoi, mais sur une gamme suffisamment large, des moutons à l'abeille en passant par les primates, mais les rats, les dauphins, les porcs, le gébuissonnier, les pigeons, etc. Afin de balayer ce que l'on sait de la diversité des aptitudes mentales dans le règne animal. Je signalerai enfin que le groupe d'experts qui a fini par se tomber d'accord sur un rapport, dans ce groupe d'experts, la gamme des points de vue était aussi très large, allant de deux, trois scientifiques convaincus que les militants de la cause animale, qu'ils appellent des animalistes, sont des anti-humanistes, à un vegan. Donc ça, vous voyez, c'était... Alors la problématique. Depuis le XVIIe siècle, l'idée que les humains ont une intériorité qui les distingue des animaux, mais qu'ils n'ont rien d'exceptionnel par rapport à eux sur le plan biologique, est devenue dominante en Occident. C'est une ontologie dualiste que Philippe Descola qualifie de naturalisme. Ailleurs dans le monde, et même avant en Europe, on a identifié de toute autre continuité et discontinuité entre humains et non-humains. Par exemple, l'ontologie animiste que l'on retrouve en Amazonie, en Amérique subantarctique, en Sibérie, est l'exact inverse du naturalisme. Humains et non-humains y ont la même intériorité, mais chaque espèce
de vivant à un corps spécifique. Si nous étions amérindiens et animistes, la question de la conscience animale ne se poserait absolument pas pour nous. Nous considérerions que ces non-humains que sont les animaux ont un univers mental semblable au nôtre, qu'ils ont des représentations, une intentionnalité, une réflexivité, des sentiments moraux, bref, une conscience. Par contre, nous reconnaîtrions que chaque espèce animale a un corps sui generis, des organes sensoriels et moteurs qui lui sont propres, et donc des capacités de perception et de mouvement aussi spécifiques que le sont leurs besoins vitaux. C'est ce qui les rendrait, bien évidemment, mystérieux. Nous ne pourrions pas saisir ce qu'ils pensent à la première personne. Et donc, leur conscience phénoménale, d'une certaine façon. Si bien que nous serions à la fois convaincus que la chauve-souris a les mêmes capacités mentales que les nôtres et que nous reprendrions à notre compte l'affirmation de Thomas Nagel dans What It Is to Like to Be a Bat, que savoir ce que c'est d'être une chauve-souris nous sera à jamais inaccessible. Et voilà, nous sommes occidentaux, héritiers de la modernité et de ce fait, convaincus que nous avons les mêmes processus physico-chimiques, le même type de fonctionnement des cellules et des organes que tous les animaux, mais que nous avons un esprit qui est unique et propre, c'est le nôtre, alors que les animaux en sont dépourvus ou n'ont qu'à l'état d'ébauche. Dès qu'elle a adopté cette ontologie naturaliste, la biologie a largement utilisé les recherches expérimentales sur les animaux pour comprendre notre propre physiologie et pour nous soigner. Mais la philosophie s'est peu intéressée à ce qu'est l'animalité, jusqu'à des dates récentes, et s'est focalisée sur le propre de l'homme, sur cet esprit qui nous distingue des non-humains. L'animiste n'hésitera pas à interpréter ce que pensent les animaux avec lesquels il est en relation, à partir de ses propres façons de penser, de ses propres désirs, par une sorte d'extension de la théorie de l'esprit qu'il pratique avec ses semblables. Il fera donc preuve d'anthropomorphisme. Un anthropomorphisme auquel les scientifiques vont opposer l'argumentation suivante. Chacun d'entre nous peut connaître ses perceptions, peut connaître ses émotions, ses intentions, ses pensées. Nous pouvons tous saisir approximativement les perceptions, émotions, intentions et pensées de nos semblables, parce que nous communiquons avec eux par le langage. Ils peuvent nous mentir, mais enfin bon. Et nous ignorons celle des différents animaux, même de ceux qui sont nos partenaires dans le travail ou dans la vie quotidienne. Les approcher par analogie avec les nôtres est donc voué à l'échec. Pourtant, ce que ces mêmes scientifiques considèrent comme une illusion anthropomorphique est une façon courante d'interpréter les intentions des animaux avec lesquels les hommes font en quelque sorte société. Or cet anthropomorphisme a fourni la preuve, et depuis longtemps, d'une redoutable efficacité pratique. C'est grâce à cette tendance anthropomorphique, et en un sens animiste, du sens commun, à cette façon d'interpréter l'état mental et les intentions des animaux par analogie approximative avec les nôtres, par empathie, et à l'issue d'une expérience faite d'essais et d'erreurs, que l'on a pu élever des animaux, vivre avec certains d'entre eux, en dresser quelques-uns et en chasser bien d'autres. S'il ne correspond pas à l'expérience de ceux qui vivent avec les animaux, qui les élèvent ou qui les chassent, le dualisme moderne a permis, bien évidemment, et c'est son avantage, le développement des sciences. Les scientifiques qui se préoccupent du comportement des animaux ou de leur performance cognitive partagent donc au plus haut point cette conception du monde et condamnent toute assertion qui pourrait projeter sur les non-humains les capacités qui sont le propre des hommes. Ce n'est pas par hasard si les auteurs des textes de notre bibliographie, lorsqu'ils entendent traiter des compétences cognitives chez divers animaux, s'appliquent à expliquer les comportements les plus complexes par les causes les plus simples, évitant d'introduire toute hypothèse qui serait inspirée par ce que l'on sait des capacités humaines. Ils suivent en cela cette variante du principe de parcimonie qui est le canon de Morgan. Nous ne devons en aucun cas interpréter
je le cite, une action animale comme relevant de l'exercice de facultés de haut niveau, si celle-ci peut être interprétée comme relevant de l'exercice de facultés de bas niveau. Étudier les formes de conscience que l'on pouvait trouver dans le règne animal, c'était de notre part courir le risque d'être stigmatisé d'anthropomorphisme, ce qui n'a pas manqué d'ailleurs dans certains milieux. En effet, les différentes figures et manifestations de la conscience ont été particulièrement étudiées chez les humains. C'est à leur propos que les concepts ont été élaborés et que des dispositifs expérimentaux ont été mis au point. Munis d'une synthèse de ce que l'on considère comme établi chez les humains, il nous a donc fallu transposer avec prudence cet acquis aux animaux. Alors la conscience chez les humains, bref rappel. On distingue chez les humains 3 grandes figures de la conscience. La conscience d'accès, là je reprends les catégories des sciences cognitives, c'est plus simple. La conscience de soi et la conscience phénoménale. La conscience d'accès suppose un certain nombre de capacités cognitives. Les individus qui en sont dotés sont capables de se représenter le monde et les événements qui s'y produisent comme extérieurs à eux-mêmes. En un sens, elle suppose une certaine capacité d'objectivation, et donc considérer les animaux comme des sujets, bien évidemment. La conscience d'accès permet à ceux qui en sont dotés de choisir l'action adaptée à leur situation, et cette action sera d'autant plus pertinente s'ils sont capables de mobiliser les souvenirs qu'ils ont de leurs expériences passées, ce qui suppose une mémoire, et s'ils sont en mesure de se rendre compte, a fortiori, que leur interprétation de la situation est incomplète ou erronée, ce qui suppose une capacité que l'on dit métacognitive. On distingue 3 formes de conscience de soi, par ailleurs, chez les hommes, corporelle, introspective et sociale. La conscience de soi corporelle serait le propre de tout être sensible. On considère, par contre, qu'une conscience introspective, moi je préférerais réflexive, mais enfin le terme c'est introspective, de lui-même, lorsqu'il est capable de se représenter ses propres états mentaux, ses émotions, ses désirs, ses intentions. Enfin, la conscience de soi sociale suppose que l'on soit en mesure de reconnaître les différents membres du groupe auquel on appartient, de leur attribuer des qualités en fonction de leur position sociale ou des interactions que l'on a déjà entretenues avec eux, ce qui suppose de la mémoire. Et un niveau de complexité supplémentaire est celui où l'individu en question est capable d'attribuer des états mentaux aux autres et de les comparer aux siens. On parle de conscience phénoménale pour désigner les aspects qualitatifs et subjectifs des expériences conscientes. Elle suppose donc des capacités émotionnelles, ce qui est aussi un prérequis de la conscience d'accès et de la conscience de soi. On peut ainsi accorder, a priori, à tout être sensible, une expérience subjective. Et comme je disais au sujet de la chauve-souris, sans savoir ce que l'être en question éprouve. Alors des humains aux animaux. Après avoir brossé, en fait, ce tableau synthétique, en fait, que j'ai hyper réduit, de ce que les recherches sur ces formes de conscience ont appris quant aux aptitudes cognitives qu'elles exigent, et aux fonctionnements neuronaux qui leur sont associés chez les humains, nous nous sommes proposés d'examiner si l'on retrouve chez des animaux des capacités cognitives et émotionnelles qui sont associées à ces différentes formes de conscience. Et lorsque cela était possible, car les travaux sont bien moins nombreux, nous allons chercher à savoir si les animaux en question sont équipés de structures cérébrales et manifestent des activités neuronales, des petites flèches, là, équivalentes à celles qui sont considérées comme les corrélats neuronaux des processus conscients chez les hommes. D'un point de vue neurobiologique, la question n'est effectivement pas de savoir si seuls les humains possèdent ou non une conscience, mais de comprendre, et là nous étions tous d'accord, de quelle complexité fonctionnelle un système nerveux central, quel qu'il soit, doit être équipé pour que puissent apparaître des processus conscients.
Je ne présenterai pas ici le volet neurobiologique de l'expertise. D'abord, je le maîtrise mal, pas très bien, et il aurait exigé de longs développements dans un jargon particulier et des schémas explicatifs complexes, et comme je suis nul en matière de PowerPoint, c'était pas possible. Alors je vais faire une brève présentation maintenant de ce qu'a appris cette expertise. Des émotions. Dans le prolongement d'une des dernières œuvres de Darwin, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, de nombreuses études de neurosciences affectives se sont développées ces 2 dernières décennies. Comme les animaux ne peuvent pas exprimer verbalement ce qu'ils apprécient et ce qui les tourmente, leur comportement peut en témoigner dans des dispositifs expérimentaux, souvent assez sophistiqués, qui les confrontent à des situations contrastées. Il s'avère que les animaux qui ont été soumis à ces expériences évaluent la situation à laquelle ils sont confrontés bien au-delà d'une simple réactivité. Cette évaluation dépend en effet du caractère prévisible ou non de la situation qui leur est imposée, de l'agrément ou du désagrément qu'elle leur procure, de la façon dont elle correspond à leurs attentes et du contrôle qu'ils peuvent ou non exercer sur elle. Je dois dire que rien que de présenter ça, on est un peu plus détaillé d'ailleurs devant l'Académie d'agriculture de France, c'est là qu'ils ont commencé à s'énerver beaucoup, à dire qu'on était vraiment anthropomorphistes. On a pu mettre ainsi en évidence une gamme d'émotions négatives chez diverses espèces de mammifères. Plus rares, les expériences sont mises en lumière des émotions positives chez les moutons et chez les rats. Mais on n'a pas fait sur d'autres experts. Certains de ces travaux montrent également à quel point ces émotions peuvent introduire des biais cognitifs dans l'évaluation des situations nouvelles. Il est par exemple des moutons qui, confrontés à une situation ambiguë, se révèlent pessimistes ou optimistes selon la façon dont ils ont été traités auparavant. Mémoire et anticipation. D'autres recherches, parmi celles que nous avons analysées, ont montré que des animaux ont la capacité de se souvenir, voire pour certains, d'anticiper l'avenir. Ont été inventés des dispositifs permettant de saisir s'ils sont capables de répondre aux questions « quoi »,« où » et « quand » au sujet d'événements particuliers. Cette mémoire épisodique a été mise en lumière d'abord chez le geai buissonnier, puis chez les colibris, la pie bavarde, les rats, les campagnols, les porcs et même les abeilles. Précisons qu'il ne s'agit pas d'une mémoire autobiographique, mais d'une mémoire autobiographique, il faut faire un récit. Alors, le récit de l'animal, on ne connaît pas. D'une mémoire d'événements particuliers ou de situations passées qui se sont produites dans des lieux donnés. Peu de travaux se sont proposés de savoir si les animaux sont capables d'anticipation, mais les expériences sur le Thera, T-A-Y-R-A, c'est un mustélidé américain, d'autres sur les mésanges à tête noire et les geais buissonniers, toujours eux, tentent à montrer que certains animaux sont capables de planifier le futur. Mais il y a eu vraiment très peu d'expériences. La métacognition. La métacognition est l'une des formes de cognition les plus complexes et a été souvent considérée comme exclusivement humaine. 3 types d'expériences ont permis d'avancer que certains animaux sont capables de connaître l'état de leur savoir. Il s'est agi dans le premier cas de voir si ces animaux sont capables de signifier qu'ils risquent de ne pas proposer la bonne solution lorsqu'ils sont confrontés à une situation ambiguë. La première de ces expériences concluantes a été réalisée assez tôt d'ailleurs en 1995 sur des dauphins. D'autres ultérieures ont porté sur divers primates, sur le rat et sur les abeilles. Plus rares, les expériences du deuxième type ont montré que les animaux peuvent signifier qu'ils savent qu'ils se sont trompés. Tests réalisés et réussis par les corneilles à gros bec, les singes capucins et les pigeons. Enfin, certaines expériences ont cherché à savoir si des animaux peuvent signifier qu'ils ont besoin d'informations supplémentaires pour se décider. Des tests ont été réalisés avec succès chez le geai buissonnier, encore lui, divers primates, le pigeon et le rat.
Ces expériences montrent que certains animaux sont capables donc de juger de leur performance cognitive et peuvent même rechercher des informations supplémentaires lorsqu'ils sont confrontés à une incertitude. La conscience sociale, maintenant. Enfin, nous avons analysé les travaux concernant les aptitudes spécifiques aux espèces sociales. Une attention particulière ayant concerné les animaux dont on sait qu'ils sont capables de reconnaître leurs congénères, d'interpréter leurs émotions et leurs croyances, ce que l'on qualifie chez les humains de théorie de l'esprit. La reconnaissance individuelle implique de se souvenir des interactions préalables avec un ou plusieurs congénères. Elle suppose aussi une connaissance des relations de domination lorsque celles-ci existent dans la communauté à laquelle l'animal appartient. La façon dont un animal social se représente ses congénères lui permet d'anticiper la nature des relations qu'il entretiendra avec eux. Une telle reconnaissance, qui est bien connue chez les primates, a été montrée chez des guêpes sociales, d'une part, et d'autre part, les vaches, les moutons, etc. Les moutons sont capables de reconnaître, même en photo, une cinquantaine de leurs congénères habituels. En psychologie comparée, on dit qu'un individu a une théorie de l'esprit s'il est capable d'une compréhension de ses propres états mentaux et de ceux des autres, désirs, émotions, croyances et intentions. Une synthèse de 30 ans d'études chez les chimpanzés a montré que ceux-ci comprennent les intentions et les croyances de leurs congénères. En dehors de toute communication langagière, on ne peut supposer une théorie de l'esprit, pour nous, humains, que dans les cas évidents de tromperie, visant à induire les congénères en erreur, ou à l'inverse, dans les cas d'empathie, visant à leur porter secours. Les cris d'alarme trompeurs des primates sont bien connus, mais on a repéré aussi des tactiques de cache trompeuse chez les geais buissonniers et les écureuils gris. Ce qui laisse supposer que bien que cela n'ait pas été prouvé expérimentalement, ces animaux sont en mesure de détecter les croyances erronées de leurs congénères. Inversement, dans des cas d'empathie et de coopération ont largement été observés chez les primates, mais ils ont été aussi expérimentés plusieurs fois chez des rats, mais on n'a pas d'autres expériences, qui délivrent un congénère enfermé et vont partager avec lui le chocolat qui est enfermé dans une autre cage. Ils ne vont pas dans la cage du chocolat d'abord et sortir le congénère avant, mais ils sortent le congénère avant et mangent le chocolat après. Quelques recherches ont enfin approché la façon dont les animaux domestiques se représentent les humains de leur entourage. Les primates, les chiens, les moutons sont ainsi capables de distinguer leurs partenaires humains et de mémoriser les relations qu'ils entretiennent avec eux et sont capables. Alors, ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que le partenaire habituel, l'éleveur habituel, est reconnu sur des photographies. Les moutons reconnaissent sur une photographie, ils savent qui est Alors, les limites de ce travail de synthèse, avant d'en arriver à la conclusion, cette expertise devrait avoir pour effet de stimuler les recherches concernant les formes de conscience que l'on retrouve chez les animaux. Je voudrais en évoquer les limites. Les unes tiennent aux décisions que le collectif a été conduit à prendre, les autres aux recherches qu'il a examinées. D'une part, les moyens financiers dont on disposait et le temps disponible n'ont pas permis de rassembler les compétences qui auraient permis d'élargir le champ des investigations. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne pouvions prendre en compte l'ensemble des recherches concernant les primates et pas trop non plus des animaux de compagnie. C'est aussi pourquoi, ce qui est plus dommageable, nous n'avons pas pu examiner les travaux concernant le langage non verbal des animaux, chants d'oiseaux, cris d'alarme, d'appel ou de reconnaissance des mammifères, chants des cétacés, etc., alors qu'il y eut sans doute de quoi renforcer le dossier de la conscience. Mais bon, on n'a pas eu les moyens de le faire. De même, n'avons-nous pas abordé, sauf marginalement au sujet de l'empathie, la question et par hasard, la question des
sentiments et des comportements moraux, et donc des briques élémentaires de la morale, mais c'est pas grave, vous en entendrez parler par France de Waal. Seulement, il n'y a peut-être pas que les primates qui ont ces comportements moraux. D'autre part, l'exercice d'une telle expertise est de dresser l'état des lieux des recherches. De ce fait, ce travail est tributaire des limites et des investigations de ces investigations et des éventuels biais qu'elles comportent ou qu'elles induisent. Ont ainsi fait partie du corpus un ensemble d'observations systématiques du comportement d'animaux sauvages en milieu naturel, et plus encore des expérimentations et des tests de compétences en laboratoire. Or, dans les deux cas, ce sont souvent sur les mêmes espèces que portent les travaux. Vous avez entendu plusieurs fois, je me suis marré en disant le jet buissonnier. Ben oui, le jet buissonnier, on avait jusque-là quand on lisait nos fiches. Ce qui fait que si la gamme phylogénétique en est assez large, les résultats qu'on a obtenus concernent un petit nombre d'espèces. Cette focalisation des différentes recherches sur un nombre limité d'espèces tient à ce que les sociologues des sciences qualifient de dépendance de sentier. Quand toutes les recherches d'un domaine spécifique ont été effectuées en expérimentant sur une espèce, on dispose sur elle, sur son comportement, sur ses capacités cognitives, de nombreuses données, facilitant les investigations et limitant les risques d'erreur. Et pour les mêmes raisons, il est plus facile de publier lorsqu'on a expérimenté sur l'animal ayant été traditionnellement étudié que sur une autre espèce. On a les peer reviews, de tout près. Parmi les travaux de notre corpus, ceux qui ont adopté une démarche expérimentale ont été plus nombreux que les observations systématiques. Alors, ces expériences destinées à saisir les capacités cognitives ou émotionnelles des animaux rencontrent des limites qui sont toujours ou pratiquement passées sous silence. La première est que pour intéresser les animaux, qui sont les sujets de leur expérience, comme pour leur apprendre à effectuer une tâche, les scientifiques utilisent généralement des récompenses alimentaires. Alors, ça ne marche pas toujours, ni avec tous les animaux. Il semble ainsi que si on donne à des chats un problème à résoudre ou une tâche à exécuter pour obtenir une récompense alimentaire, ils apprennent très rapidement, mais dès qu'ils ont compris ce qu'on attend d'eux, ils cessent de répondre et préféreraient se laisser crever de faim que de poursuivre l'expérience. C'est d'ailleurs ce qu'a confirmé un des éthologistes du collectif, nous disant « Ah, faut jamais utiliser de chat parce qu'il s'ingénie à foutre en l'air les expériences. » Dans un article intitulé « Des babouins aux perroquets », ce que les animaux ayant participé à mes expériences m'ont appris, Dalila Bové explique que ces babouins et d'autres primates à leur suite lui ont appris que bien d'autres activités pouvaient avoir beaucoup plus d'importance à leurs yeux que de participer à ces expériences, même avec un truc alimentaire, en dépit des récompenses qu'elle leur offrait en cas de bonne réponse. D'où de multiples ruses pour ne pas faire les tests, les bâcler, voire faire vraiment la grève quand c'était une guenon qui venait de mettre bas. Hein. Quant à ces perroquets gris du Gabon, ils s'avérèrent assez réticents dans l'apprentissage des mots qu'ils voulaient leur apprendre, mais ils apprirent tout naturellement, sans la moindre entraînement, des expressions utilisées dans les relations sociales. Ils les utilisaient à bon escient, disant bonjour, ça va, quand quelqu'un arrivait au laboratoire, et au revoir dès qu'il la voyait reprendre ses affaires. Autre limite que rencontrent ces expériences, c'est la question. Les animaux répondent-ils aux questions que leur posent les chercheurs, parce qu'ils se les posent eux-mêmes, ou bien agissent-ils selon la façon dont ils interprètent les intentions de ceux qui les manipulent? Dans son ouvrage « Penser comme un rat », donc j'ai fait une petite promotion, Vinciane Desprez argumente ainsi, à partir d'une enquête sur les tests de psychologie cognitive, que les animaux que l'on mobilise dans une expérience se posent eux-mêmes la question « mais qu'est-ce qu'il me veut »
Que veut l'expérimentateur? Et ils répondent en fonction des intentions qu'ils lui prêtent, mais aussi des relations qu'ils ont avec lui. S'ils l'aiment bien, bon, ils vont essayer de lui faire plaisir aussi. En fait, les capacités d'évaluation des situations qui ont été bien mises en lumière dans l'expertise collective sur les émotions militent dans le même sens. Dans les expériences, les animaux jugent, évaluent, prennent position par rapport à une situation dans laquelle on les met et par rapport à la personne qui leur propose cette situation. Je dois enfin avoir été amusé de constater, à l'examen de ce corpus, que tant de chercheurs s'ingénient à inventer des dispositifs expérimentaux complexes, des scénarios de tests, et puis je n'ai pas parlé là des neurobiologistes, mais la neurobiologie en invente encore plus, avec des trucs très sophistiqués, pour démontrer ce que les bons éleveurs, d'une part, et puis les animaliers eux-mêmes de leur propre laboratoire savent déjà fort bien, de par leur expérience pratique des animaux dont ils s'occupent et avec lesquels ils interagissent. Seulement la parole des scientifiques aura plus de poids que celle de leurs animaliers dans le monde où nous sommes. Je me contenterai de 2 remarques conclusives. Que nombre d'animaux est un large éventail d'aptitudes conscientes soulève d'abord des questions morales sur la façon dont ils sont sélectionnés, élevés, traités et tués. La richesse des formes de conscience chez les animaux reste largement à compléter et à comprendre, mais il serait sage de tenir compte de ce que l'on sait déjà. La prise en considération de la conscience animale questionne ainsi de nombreuses pratiques courantes impliquant des animaux dans les productions agricoles, le travail, le compagnonnage et la recherche scientifique. Reconnaître des formes de conscience chez les animaux conduit alors à estimer qu'ils devraient bénéficier d'un périmètre protecteur moral qui conviendra d'ailleurs de préciser en approfondissant le travail entrepris. La seconde remarque conclusive porte sur les enseignements philosophiques que la reconnaissance de formes de conscience chez les animaux peut suggérer. Il est notable que les auteurs examinés, tout en appliquant avec détermination le canon de Morgan et en étant parfois de véritables virtuoses du rasoir d'Occam, parviennent à mettre en lumière les capacités cognitives ou des fonctionnements neuronaux qui sont associés à des formes de conscience. De nombreuses expériences scientifiques relevant d'une ontologie dualiste aboutissent ainsi à des résultats qui confortent l'hypothèse de formes de conscience dans le règne animal et donc d'une sorte de continuité entre les intériorités des humains et de certains non-humains, ce qui relève de l'ontologie animiste telle que Descola l'a définie. S'il en est ainsi, n'est-ce pas que comprendre ce qui nous différencie des animaux et ce qui nous en rapproche, et en tirant les conséquences sur les relations que nous pouvons entretenir avec eux, suppose de desserrer l'étau du dualisme et d'adopter avec une extrême prudence des éléments d'ontologie animiste. Je vous remercie.